Bonjour à tous, merci pour votre présence et merci au Comité du Vieux-Marseille qui m'accueille cette année pour parler de la cathédrale de Marseille, la cathédrale Sainte-Marie-Majeure et de son architecte Léon Vaudoyer et qui m'avait déjà accueilli l'an passé pour parler de la basilique Notre-Dame de la Garde et de son bâtisseur Henri Espérandieu. Espérandieu sur qui j'ai réalisé mon travail de recherche à l'Université de la Sorbonne que j'ai soutenu l'année dernière. Et quand j'allais à Paris et que je parlais autour de moi de Marseille et de mon travail de recherche, j'étais surpris par une chose, c'est que les Parisiens, et je pense les Français de manière générale, connaissent assez volontiers la basilique Notre-Dame de la Garde, la Bonne Mère, mais peu nombreux sont ceux qui connaissent la cathédrale de Marseille, Sainte-Marie-Majeure. Et d'une certaine manière, c'est un peu comme si la basilique, qui est pourtant postérieure à la cathédrale, qui a coûté moins cher, qui est plus petite, avait volé la vedette à sa grande sœur, Sainte-Marie-Majeure. Parfois même, il y a tout simplement confusion entre les deux édifices, c'est-à-dire que quand on parle de la cathédrale de Marseille, souvent les gens répondent « Ah oui, c'est l'église avec la statue dorée de la Vierge. » Non, ça c'est la basilique. Donc, confusion entre la cathédrale et la basilique, qui néanmoins s'explique assez volontiers sur, d'une part, une base historique et d'autre part, une base esthétique. Alors j'ai mis ici en perspective une photographie de Sainte-Marie-Majeure et une autre de Notre-Dame de la Garde. La ressemblance entre les deux édifices est frappante. Tout d'abord, on retrouve la même polychromie en façade, qui fait alterner des pierres claires et des pierres foncées. Les pierres blanches viennent des carrières de Calissane, juste à côté de Marseille, et les pierres vert foncé viennent de Golfalina en Toscane. Donc, deux édifices qui sont construits avec des matériaux identiques, issus des mêmes carrières. Mais également un style architectural commun, qu'on dit romano-byzantin. Vous allez retrouver dans la façade de la Majeure, comme dans celle de la Bonne Mère, cet usage séquencé de l'arc plein cintre, et puis un usage similaire du dôme. Alors, deux édifices donc qui sont de la même chair, du même sang, construits avec la même pierre, et qui sont également de la même famille d'architectes. Parce qu'on peut bien le dire, Notre-Dame de la Garde et Sainte-Marie-Majeure sont le résultat du travail d'un binôme d'architectes. Un maître qui est très connu à l'époque, qui s'appelle Léon Vaudoyer, c'est l'architecte en chef de Sainte-Marie-Majeure, et son tout jeune élève de 23 ans, quand il arrive à Marseille en 1852, qui s'appelle Henri Espérandieu, et qui sera donc, dès 1853, l'architecte en chef de la basilique Notre-Dame de la Garde. Et ce binôme s'explique par son histoire. Si Henri Espérandieu vient à Marseille en 1852, c'est d'abord en tant que directeur du chantier de la cathédrale Sainte-Marie-Majeure, en tant que directeur des travaux de la cathédrale. Henri Espérandieu, c'est un Nîmois, il monte à Paris pour préparer le concours de l'école des Beaux-Arts, et il le prépare dans l'atelier d'architecte de Léon Vaudoyer. Il est donc l'élève de Léon Vaudoyer. Et en 1851, après qu'Espérandieu ait obtenu son diplôme de l'école des Beaux-Arts, Vaudoyer est désigné officiellement par Louis-Napoléon Bonaparte pour être l'architecte en chef de la cathédrale de Marseille, et il se souvient, à ce moment-là, de son meilleur élève, et il le choisit pour être son représentant à Marseille sur le chantier de sa cathédrale. Lui qui est un architecte parisien, qui vit et qui travaille à la capitale, il désigne Espérandieu pour le représenter comme directeur du chantier de sa cathédrale. Et c'est un bon maître, parce que lui qui a du réseau, qui a de l'influence à Marseille, il lance la carrière d'Espérandieu. Il sait qu'il y a ce nouveau chantier qui se prépare, qui consistera bientôt à construire une basilique sur l'ancien fort militaire de la Garde, et il protège de son nom Henri Espérandieu pour que son élève devienne l'architecte en chef de cette nouvelle basilique. Et vous voyez où je veux en venir, c'est que nécessairement, Espérandieu, qui est tout jeune, travaille sous la protection et sous l'influence de son maître Vaudoyer quand il réalise les plans de sa basilique Notre-Dame de la Garde. Et que si la Bonne Mère a la physionomie qu'on lui connaît aujourd'hui, c'est d'abord parce qu'antérieurement, il y a le projet de la cathédrale Sainte-Marie-Majeure. Et c'est la raison pour laquelle j'avais envie de consacrer cette conférence à l'édifice originel, à celui auquel l'architecture marseillaise doit beaucoup, et je pense l'architecture française également. Pourquoi ?
Eh bien parce qu'en 1852, ça fait à peu près un siècle que l'on n'a pas construit de cathédrale en France, et puis aussi parce que cette cathédrale Sainte-Marie-Majeure lance un nouveau mouvement architectural qui s'appelle l'éclectisme et qui mélange, au sein d'un édifice unique, plusieurs références architecturales. Et ce que je vais essayer de vous montrer ici, en un peu moins d'une heure, c'est qu'avec Sainte-Marie-Majeure, Vaudoyer exprime dans la pierre, par une architecture symbolique, la nouvelle identité de la ville de Marseille dans les années 1850, c'est-à-dire un espace pivot, une interface entre Occident et Orient. Alors dans cette démonstration, je m'appuie sur les archives départementales des Bouches-du-Rhône, série 24J, c'est le dossier de l'agence de construction de la Nouvelle Majeure, et puis également au travail de M. Barry Bergdoll, qui est le spécialiste américain de Léon Vaudoyer, ainsi qu'à l'excellent livre réalisé sous la direction de M. Jean Guillon, Marseille et sa Majeure. Je procéderai en 3 parties. Dans une première partie, je mettrai en avant le contexte marseillais au début des années 1850. Ensuite, je vous parlerai de l'architecture française au milieu du XIXe siècle. Et enfin, j'en viendrai à l'architecture de Sainte-Marie-Majeure elle-même. Alors, contextualisation. Où en est-on à Marseille dans les années 1850 ? Eh bien, imaginons que nous nous promenons en janvier 1852 sur l'esplanade de la Tourette, c'est-à-dire cet espace qui est juste devant la cathédrale. Qu'est-ce que nous pourrions voir ? Eh bien, nous pourrions voir un monde qui est entre passé et modernité. Tout d'abord, nous pourrions voir l'ancienne Major, la Major romane, la Major qui précède l'édifice que l'on connaît aujourd'hui, qui connaît à ce moment-là son dernier hiver avant sa destruction en 1852. Je vous ai mis ici une représentation photographique de la maquette que l'on peut observer au musée d'histoire de Marseille, qui représente la vieille Major telle qu'elle était en 1852, avant sa destruction. Alors les murs que vous avez sous les yeux datent globalement du XIIe siècle. Il y a également ce grand portail baroque qui, pour sa part, date des années 1640. Le fameux baptistère dont on a beaucoup parlé à Marseille, ce baptistère du 5e siècle, a déjà été rasé, il a été détruit au milieu du XVIIe siècle. Il n'en reste que des vestiges lacunaires. Et en 1852, eh bien, cette vieille Major, elle est en très mauvais état et elle est déjà bien différente de l'image que nous en donne Michel Serres en 1720, quand il l'a peint à l'occasion de la Grande Peste. Vous voyez que déjà en 1852, elle n'a plus son grand clocher absidial, qui était très caractéristique de la physionomie du littoral marseillais à l'époque. Et puis, on sait qu'elle est en très mauvais état. Je me réfère ici à un certain nombre de rapports qui sont cités par M. Jean Guillon dans son ouvrage. On sait que l'intérieur de l'édifice est en bon état globalement, mais l'extérieur est presque ruiné. Alors je cite ici un des rapports rapportés par M. Jean Guillon. Je cite « La bâtisse n'a plus aucun enduit et les pierres sont littéralement nues et rongées. » Alors nous sommes toujours sur l'esplanade de la Tourette et cette fois, si nous regardons côté mer, eh bien nous pouvons observer le port industriel de la Joliette qui à ce moment-là est en pleine construction. Vous savez qu'en 1844, le vieux port de Marseille était réellement devenu très insuffisant au regard de l'augmentation de l'activité commerciale, si bien que la municipalité vote la construction d'un nouveau port, un port industriel au nord de la ville. Et ce port, c'est le port de la Joliette qui est en pleine construction en 1852. Alors j'ai mis ici en perspective 2 plans, le plan de 1837 qui représente un peu l'ancien monde et le plan de 1851 qui représente le nouveau monde. Sur le plan de 1837, eh bien, vous pouvez toujours voir l'ancienne anse de l'Ourcq, tout au nord du plan, et puis ce littoral qui est irrégulier et qui correspond globalement à la physionomie qu'avait déjà le quartier de la cathédrale à l'époque antique. Et puis, une quinzaine d'années plus tard, le plan de 1851, tout a changé. Vous voyez que l'anse de l'Ourcq a été comblée et que le littoral a été remanié pour accueillir le port de la Joliette. Et vous voyez déjà ce grand bassin du port de la Joliette qui est déjà en place en janvier 1852. Donc un monde en plein changement, en plein mouvement, où la vieille Major fait pour ainsi dire figure d'anachronisme.
si bien qu'elle est détruite, sans émotion particulière du reste, pour construire une nouvelle cathédrale qui, d'après l'évêque de Marseille, qui à l'époque est Monseigneur Eugène de Mazenot, qui a une grande importance dans toute l'architecture marseillaise de l'époque, une cathédrale qui, d'après Monseigneur de Mazenot, doit être, je cite, proportionnée à la grandeur et à l'importance de la ville. Et c'est dans ces circonstances qu'est validé le projet de Léon Vaudoyer pour la nouvelle majeure, qui est orientée nord-sud. Elle est orientée nord-sud et non est-ouest comme le veut la tradition des églises. Pourquoi ? Eh bien parce que dans cette nouvelle ville de Marseille, en pleine expansion économique, eh bien le cœur battant de la ville, c'est ce nouveau port industriel de la Joliette. Et pour filer la métaphore du corps, eh bien le nouveau visage de Marseille, celui que Marseille veut donner, c'est la façade de la cathédrale. Et cette façade, eh bien, on veut qu'elle soit le plus visible possible depuis l'arrivée au port. Et c'est la raison pour laquelle elle offre son meilleur profil depuis l'arrivée au port, c'est-à-dire un profil orienté nord-sud. Et cet ensemble, qui est constitué par le port de la Joliette et le quartier de la Nouvelle Cathédrale, c'est probablement le lieu qui incarne de la manière la plus forte les changements que Marseille a connus à l'époque. C'est-à-dire le passage du monde d'autrefois au monde moderne. Et je pense qu'on en prend pleinement la mesure en mettant en perspective ce tableau de Michel Serres de 1720 dont on parlait tout à l'heure, et la même vue, depuis la même position, de ce quartier de la Major et du port de la Joliette, 150 ans plus tard, fin 19e, où on voit donc ce port industriel et cette toute nouvelle cathédrale. Donc, le monde d'autrefois et le monde moderne. Qu'est-ce qui s'est donc passé ? Eh bien, tout d'abord, il faut savoir que depuis la fin du XVIIIe siècle et jusqu'à la fin des années 1820, Marseille et plus largement la Provence traversent une phase de stagnation. Jules Michelet, dans ses tableaux de la France, il écrit un livre qui s'appelle « Les tableaux de la France » au début des années 1830, où il dépeint les différentes régions du pays, nous présente la Provence d'une manière assez catastrophique. Je cite. On est en 1830. Comment la Provence est-elle si terne maintenant ? Sans parler de ses côtes malsaines et des villes qui se meurent. Je ne vois partout que ruines. C'est un peuple qui ne prend pas le temps passé au sérieux, et qui pourtant en conserve la trace. C'est un pays qui s'est obstiné dans ses souvenirs. Sous plusieurs rapports, il appartient, comme l'Italie, à l'Antiquité. Donc, dans le regard de Michelet, une région qui a connu un âge d'or, qui est rattachée à l'Antiquité, mais qui n'a pas su rentrer dans la modernité. Néanmoins, les choses changent, puisqu'on assiste, dans la période qui va de la monarchie de Juillet, c'est-à-dire à partir de 1830 jusqu'à la fin du Second Empire, 1870, à une véritable renaissance du monde méditerranéen, et qui s'accompagne d'un développement sans précédent de Marseille. Marseille qui passe en quelques décennies de l'état de ville moyenne et enclavée à celui de grand port industriel. Je pense que l'évolution démographique permet d'en prendre la mesure. Je vous livre ici 3 chiffres. En 1826, Marseille compte 116 000 habitants. En 1841, elle en compte 156 000. Et en 1866, elle dépasse les 300 000 habitants. Alors, il y a d'abord la conquête de l'Algérie à partir de 1830, qui ouvre réellement la France sur le bassin méditerranéen. Et puis, il y a aussi la volonté de la part de Louis-Napoléon Bonaparte de redonner une position centrale à la France dans le bassin méditerranéen. Depuis la Révolution, l'influence maritime de la France avait été largement contestée, en particulier par l'Angleterre. Et il y a toute une politique qui est déjà préparée depuis les années 1840 et qui est mise en pratique pendant que l'on construit la nouvelle Major, politique de la part de Napoléon III, et cette politique passe par un rapprochement avec l'Espagne d'Isabelle II, passe par une participation militaire à l'unification de l'Italie, à une intervention militaire également en Crimée dès 1853, et plus largement à une politique de libre-échange dans le commerce en Méditerranée. Donc, un projet de politique internationale qui accompagne la révolution industrielle et qui participe également d'un courant de pensée qu'on appelle le saint-simonisme, et qui considère que c'est par le progrès
que c'est par le développement des échanges commerciaux, par la perméabilité des frontières, que l'on va finalement réaliser la grande paix humaine. Et dans ce projet politique, qui est aussi un projet philosophique, eh bien Marseille a un rôle bien spécifique. Marseille, c'est la porte ouverte du pays sur tous ces nouveaux espaces d'influence. C'est une ville pivot entre la France et l'étranger. Marseille, c'est la porte de l'Orient. Alors je vous mets ici une représentation d'une fresque que l'on peut admirer au musée des Beaux-Arts de Marseille, au Palais Longchamp. Cette fresque est intitulée « Marseille, porte de l'Orient ». Elle a été peinte dans les années 1860 par Puvis de Chavannes. Et cette idée de porte de l'Orient qui bat son plein à ce moment-là, eh bien elle est déjà sous-jacente dès les années 1830, puisque l'homme politique et économiste Michel Chevalier écrit dès 1830 les phrases suivantes, je cite « Marseille doit être désormais un vaste forum sur tous les points duquel communiqueront les peuples jusqu'ici divisés. Marseille va devenir le nili nuptial de l'Orient et de l'Occident. » Alors cette idée de porte de l'Orient, elle est intrigante. Elle mobilise un imaginaire, un rêve, un fantasme, c'est-à-dire l'Orient. Et cet imaginaire, eh bien, il est issu du courant romantique qui s'est développé en France pendant toute la première moitié du XIXe siècle et qui est entre autres marqué par une fascination pour l'Orient. C'est le courant orientaliste. Alors vous savez que Victor Hugo publie Les Orientales en 1830 et puis en 1862, Flaubert publie Salammbô. Et il y a également tout un courant de peinture, l'orientalisme, qui est très présent à l'époque. Je vous mets ici un exemple, c'est un tableau d'Eugène Delacroix, Le combat des cavaliers, qui est peint en 1835. Et dans cette dynamique, la ville française qui ouvre sur cet Orient fantasmé par le romantisme, eh bien c'est Marseille. Et je vous lis ici la description qu'en fournit le tout jeune Flaubert, de passage à Marseille en 1840, à 19 ans. Il nous décrit le port de la manière suivante. Marseille est maintenant ce que devait être la Perse dans l'Antiquité, Alexandrie au Moyen-Âge, un Capharnaüm, une Babel de toutes les nations. Vous entendez parler 100 langues inconnues, le slave, le sanskrit, le persan, l'égyptien, tous les idiomes. Nous sommes entrés dans une boutique pour y acheter des pipes turques, des sandales, des cannes d'agave, toutes ces babioles étalées sous des vitres, venues de Smyrne, d'Alexandrie, de Constantinople, qui exhalent pour l'homme à l'imagination complaisante tous les parfums d'Orient, les images de la vie du sérail, les caravanes cheminant au désert, les grandes cités ensevelies dans le sable. Fin de citation. Donc tout un univers oriental perçu par Flaubert. Et pour conclure cette première partie, ce que l'on peut retenir, c'est qu'en 1852, donc au moment où on pose la première pierre de la Major, l'image que Marseille veut donner d'elle-même, et que du reste on lui attribue, c'est certes celle d'une vieille ville française, d'une vieille ville provençale, occidentale, mais ouverte sur un Orient fantasmé. Et que nécessairement, cette image de la ville va trouver sa répercussion dans l'architecture de la cathédrale. Alors, où en est-on dans l'architecture française au milieu du XIXe siècle ? Eh bien, je pense qu'il faudrait partir des années 1760, c'est-à-dire du règne de Louis XV, où le courant artistique en vogue est encore le rococo. Rococo, mais qui est en phase de déclin. On commence à critiquer l'art rococo, qui est perçu comme dégénéré, qui est perçu comme superficiel, et on assiste à ce moment-là à un regain d'intérêt pour la grande architecture classique, celle qui avait fait la grandeur du règne de Louis XIV, et qui est bien sûr inspirée de la grande architecture antique, qui revient donc au goût du jour à ce moment-là, avec tout ce que l'on projette sur elle, c'est-à-dire la ligne épurée, la rigueur, la dignité, contre l'exubérance décadente que l'on perçoit dans ce mouvement rococo. Et c'est ce qui conduit à l'apparition d'un nouveau mouvement artistique qui est le néoclassicisme, un mouvement qui s'épanouit en France entre les années 1750 et 1850, avec un apogée entre 1780 et 1810. Alors au niveau des édifices, dans cette période néoclassique, eh bien, on va retrouver par exemple le Panthéon à Paris, construit par Soufflot à partir de 1757. Et puis plus tard, on retrouvera l'église Notre-Dame de Lorette dans le 9e arrondissement de Paris, qui est construite par Hippolyte Lebas, dont on reparlera tout à l'heure, entre 1823 et 1836. Si l'on parle de Marseille, cette fois, eh bien, ça correspondra à l'église Saint-Joseph,
Saint-Joseph, c'est la décennie 1830, hein, vous pouvez la voir rue Paradis. Et cette période du néoclassicisme est clôturée par une série de monuments qui, je pense, est très importante, hein, dans cette démonstration. Ce sont les palais de justice. Il y a un grand nombre de palais de justice qui sont construits en France dans cette période, hein, qui va de la décennie 1830-1840 jusqu'à la décennie 1850. Et beaucoup de ces palais de justice français sont de style néoclassique. Et il y a quelque chose qui est bien intéressant ici, c'est que le style architectural de l'édifice devient symbolique, il devient le symbole de ce qui se passe à l'intérieur du monument. C'est-à-dire que les vertus que l'on attribue au style néoclassique, la rigueur, la ligne, la stabilité, eh bien, ce sont également les vertus que l'on attribue à la justice. Donc, il y a un parallèle entre le style architectural et ce qui se passe à l'intérieur de l'édifice. L'architecture devient symbolique. Et pour clôturer cette parenthèse, hein, sur les palais de justice, je ne l'ai pas directement confirmé, mais je pense que le palais de justice de Marseille, qui est construit par Auguste Martin, hein, c'est le même architecte que l'hôtel de préfecture, je pense que ce palais de justice de Marseille doit être un des tout derniers édifices de style néoclassique construit en France. Il est construit entre 1856 et 1862, c'est-à-dire très tardivement dans la période. Mais la période 1750-1850, c'est aussi celle où se développe l'archéologie en tant que science. Alors vous savez que la première campagne de fouilles archéologiques à Pompéi débute en 1748, puis elle s'étend sur les années 1750-1760, et elle a pour conséquence une fascination en Europe pour l'Antiquité, une fascination pour la ruine, une fascination pour le passé. Et l'archéologie, eh bien, c'est aussi une pratique française. Elle se pratique aussi en France. Par exemple, hein, les arènes de Nîmes sont restaurées par un décret royal de 1786. On les restitue à leur état d'origine, hein. Elles étaient encombrées à l'époque par des maisons qui avaient été construites au Moyen-Âge à l'intérieur des arènes. Et ces arènes sont fouillées et restaurées entre 1786 et 1810. Et cette redécouverte de l'architecture antique, par la pratique de l'archéologie, participe du mouvement néoclassique. Alors je vous parlais de Nîmes à l'instant. Eh bien, Nîmes, au début du XIXe siècle, essaye de construire ces nouveaux édifices en respectant l'univers architectural antique. Par exemple, le théâtre municipal qui est construit en 1800 et qui malheureusement sera détruit par un incendie en 1956, ce théâtre municipal de 1800, il est construit par un architecte qui s'appelle Alexandre Meunier, en accord avec la colonnade de la Maison Carrée, que vous pouvez voir sur cette photographie, hein. On voit la Maison Carrée en premier plan et le théâtre Alexandre Meunier en arrière-plan, et la colonnade du théâtre répond clairement à la colonnade de la Maison Carrée. Donc, influence directe de l'archéologie sur l'architecture moderne. Mais peu à peu, l'archéologie ne s'intéresse plus seulement aux édifices antiques, elle s'étend à tout le patrimoine architectural historique du pays. Les églises du Moyen-Âge, les châteaux, les abbayes, qui pour beaucoup sont en très mauvais état à l'époque. Pourquoi ? Pas totalement, bien sûr, mais en grande partie certainement du fait des conséquences de la Révolution de 1789. Beaucoup de ces édifices, hein, pour les plus chanceux, ont été laissés à l'abandon depuis la Révolution et donc se sont détériorés progressivement. Et pour d'autres, qui sont extrêmement nombreux, hein, ils ont été littéralement détruits ou mutilés dans le cadre de la vente des biens nationaux. Vous savez que en 1789, il y a nationalisation des biens du clergé, et puis en 1792, il y a saisie des biens des émigrés, et un nombre considérable de châteaux, d'églises, d'abbayes sont vendus en vente publique, hein, aux plus offrants, et sont souvent transformés en carrières de pierre par des marchands pour faire un bénéfice. Alors je mets ici deux exemples, hein. L'abbaye de Vézelay, qui était du reste déjà en très mauvais état en 1789, mais qui est transformée en carrière de pierre par les révolutionnaires, et qui est sauvée avant effondrement, dont la basilique est sauvée avant effondrement en 1840 par les travaux d'Eugène Viollet-le-Duc. Et puis je vous mets également à côté une représentation de la basilique Saint-Martin de Tours, hein, ville d'où je suis originaire, et qui pour sa part ne survivra pas à l'orage révolutionnaire, puisque
elle s'effondre en 1797, notamment suite à la récupération du plomb de ses voûtes afin de faire des boulets de canon qui serviront dans le cadre des guerres des Girondins. Et si nous parlons de Marseille, eh bien, on peut penser tout d'abord à l'abbaye Saint-Victor, dont il ne reste aujourd'hui que des fragments, elle était beaucoup plus grande à l'époque, vendue en vente publique en 1793, et dès 1793, on commence à démonter le cloître, dont vous voyez ici le moignon, que l'on peut encore observer aujourd'hui, et sa destruction se poursuivra au début du XIXe siècle. Alors je parle également ici de l'église des Accoules. Vous pouvez voir ici le clocher, mais qui est détruite en 1794. Et seul le clocher est épargné, ce clocher que vous pouvez encore observer aujourd'hui, parce qu'il comporte cette grosse horloge que vous connaissez et qui donne l'heure au peuple sur le port. C'est la raison pour laquelle le clocher est préservé. Alors j'insiste un peu sur ces destructions de la Révolution parce que ce sont des cicatrices qui sont refermées en France aujourd'hui. Mais à l'époque dont on parle, au début du XIXe siècle, mais ce sont des plaies ouvertes, avec des drames humains. Et pas seulement du côté de la noblesse et du clergé, aussi auprès des gens modestes. Parce que ces destructions ont vraiment transformé le visage du pays à l'époque. Imaginez ces gens qui s'étaient mariés dans une église, qui avaient enterré leurs parents, et cette église est détruite. Donc énormément de gens qui ont vu leur univers quotidien bouleversé. Et parmi ces gens, eh bien, il y avait des gens qui sont devenus influents par la suite, et puis beaucoup d'architectes qui ont vu ces destructions. Et il y a en conséquence une prise de conscience de la valeur de ce patrimoine architectural et de la nécessité de le préserver en le restaurant. Et c'est aussi l'époque où apparaît le nationalisme, encore une fois dans le sillage de la Révolution, et qui s'épanouit en parallèle du romantisme. Et l'idée de la nation française s'accompagne d'un intérêt prononcé pour l'histoire de France, et le visage de l'histoire de France, dont on essaye d'écrire le roman national, eh bien, c'est l'architecture. Et c'est la raison pour laquelle l'État finance des grands chantiers de restauration d'édifices en très mauvais état. Je vous en cite quelques-uns. Vous pouvez voir ici la restauration du château de Blois par Félix Duban entre 1843 et 1871. Et puis la Sainte-Chapelle, la restauration a lieu également du fait de l'action de Félix Duban et puis de Jean-Baptiste Lassus à partir des années 1840. Et puis au centre, le chantier qui est probablement le plus célèbre, c'est-à-dire celui de la cathédrale Notre-Dame de Paris, que vous pouvez voir sur cette photographie en travaux dans les années 1850, et qui a été restauré par le non moins célèbre Eugène Viollet-le-Duc. Et ce qui est intéressant, c'est que ces restaurations ne se font pas nécessairement dans un esprit de fidélité à l'édifice d'origine. Elles se font souvent par rapport à ce que l'on projette, à ce que l'on imagine de cet édifice et de l'époque à laquelle il est associé. Par exemple, si vous visitez le château de Pierrefonds, vous pouvez voir ici une photographie avant restauration et après restauration, restauration par Eugène Viollet-le-Duc dans les années 1850-1860. Eh bien, ce château de Pierrefonds qui est fascinant, quand vous le visitez, vous pensez que vous visitez une forteresse du Moyen-Âge, mais vous ne visitez pas une forteresse du Moyen-Âge, vous visitez ce que le XIXe siècle imagine d'une forteresse du Moyen-Âge au moment où on écrit le roman national. Et il y a clairement un parallèle à faire entre la manière dont on raconte l'histoire à l'époque, et je pense en particulier à Jules Michelet, qui écrit de manière contemporaine son Histoire de France, et la manière dont on restaure les édifices historiques. Et dans les deux cas, il y a une réflexion sur ce qu'est l'identité française. Et la question qui en découle à l'époque, c'est celle d'un style architectural propre à la France. Est-ce qu'il existe un style architectural national? Et est-ce qu'il existe des styles régionaux? Et la redécouverte du patrimoine architectural du pays et tous les questionnements qui lui sont associés conduit à l'apparition des différents styles historicistes. C'est-à-dire que dans les années 1830-1840, on ne se contente pas de restaurer des édifices. On bâtit, en employant les techniques de construction moderne, des monuments dans des styles du passé. Et c'est comme ça qu'apparaissent tous les styles néo-gothiques, néo-romans, néo-renaissance,
J'ai mis ici l'exemple de la basilique Sainte-Clotilde de Paris, qui est construite par François-Christian Gaot entre 1846 et 1857. Et c'est assez surprenant parce que cette basilique Sainte-Clotilde a été construite en plein 19e siècle sur le modèle de l'église gothique. Alors je vous parlais tout à l'heure de la quête d'un style architectural qui pourrait être le style national. Eh bien, Eugène Viollet-le-Duc voit dans le style gothique l'incarnation de la grande architecture française. Et pour lui, l'édifice qui incarne le mieux l'esprit français, par sa magnificence, mais aussi par son unité, c'est la cathédrale gothique, la grande cathédrale gothique. Et Viollet-le-Duc a beaucoup d'audience. Mais alors, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que nous n'avons pas une grande cathédrale néo-gothique à Marseille, puisque c'est supposé être le style national ? Alors, nous avons des édifices néo-gothiques à Marseille et des édifices importants, hein, puisque nous avons notamment l'église des Réformés de la Canebière, que je mets ici en photographie, qui est un grand édifice néo-gothique, mais ça n'est pas le seul. Nous avons également l'église Saint-Michel-Archange dans le 5e arrondissement, dont la construction n'est pas terminée, hein, il manque une partie des flèches. Néanmoins, c'est bien un édifice néo-gothique, ce qui montre la perméabilité de Marseille à ces idées d'architecture néo-gothique en tant qu'architecture nationale. Mais pas pour la cathédrale. Pas pour la cathédrale. Et pourquoi ? Précisément parce qu'en Provence, beaucoup d'architectes ne sont pas d'accord avec cette prédominance du style néo-gothique. Pourquoi ? Parce qu'en Provence, l'architecture gothique est assez peu présente historiquement et que le style local, c'est le style roman. En effet, hein, la Provence est très marquée par l'histoire romaine. Elle comporte de nombreux vestiges d'édifices antiques. Hein. On pense à Arles, on pense à Orange, et puis si on s'écarte encore un peu, on peut penser à Nîmes. Et ces vestiges antiques étaient déjà observés par les maçons du Moyen-Âge quand ils ont construit leurs églises. Et quand ils les ont construites, ils se sont inspirés de ce qu'ils avaient sous les yeux. Et c'est la raison pour laquelle on retrouve souvent dans les églises du sud de la France des colonnes, des frontons, des pilastres, enfin tout l'appareil de l'architecture antique. Et ce style d'église romane, qui est fortement influencé par l'Antiquité, c'est ce qu'on définit au XIXe siècle comme le style régional, c'est-à-dire le style roman provençal, un style roman très inspiré d'influences antiques. Alors, je vous mets ici deux exemples. Le chevet de la chapelle Saint-Quénin à Vaison-la-Romaine, qui date du XIIe siècle. On peut voir sur cette photographie les colonnes avec les chapiteaux corinthiens, et puis une autre photographie de la chapelle Saint-Gabriel à Tarascon qui date du XIIe siècle également. On retrouve également les colonnes avec les chapiteaux corinthiens, et puis ce fronton rectangulaire qui est caractéristique de l'architecture antique. Et cette influence du style roman sur l'architecture provençale, elle est revendiquée par les architectes du XIXe siècle, et c'est ce qui conduit, par exemple, un architecte comme Charles Questel à construire l'église Saint-Paul à Nîmes entre 1835 et 1849, et l'église Saint-Paul de Nîmes, c'est la première église néo-romane de France. Et la démarche va plus loin, c'est-à-dire qu'il y a des régionalistes provençaux, comme par exemple Étienne Parossel, qui voit dans le style roman le vrai style national. Notamment parce que l'influence antique qui est présente dans le style roman provençal permet de faire un pont entre l'histoire de France et l'architecture gréco-romaine, qui reste malgré tout un absolu dans le référentiel architectural de l'époque. Et ce pont entre France et Antiquité, il n'existe pas dans l'architecture gothique. Alors vous aurez noté qu'on parle toujours dans le courant historiciste de style uni, on construit en néo-roman, on construit en néo-gothique, mais il y a toujours une notion d'homogénéité. Et c'est là où j'en viens à l'originalité de Léon Vaudoyer et de Sainte-Marie-Majeure. Alors Léon Vaudoyer, c'est un grand architecte parisien dans les années 1850. Il est lui-même issu d'une lignée d'architectes, son père était déjà un grand architecte, c'est quelqu'un qui a du réseau, qui a de l'influence. Et Vaudoyer, c'est un moderne. C'est quelqu'un qui croit dans les idées positivistes et puis dans la pensée du saint-simonisme dont on parlait tout à l'heure en première partie. Et il aimerait une architecture moderne. Il considère que l'architecture néoclassique est déjà dépassée. Il pense également que quelque part les architectures historicistes ont fait leur temps. Je pense que sa démarche, on en prend pleinement la mesure dès 1845 dans
un concours qui est organisé par l'École des Beaux-Arts de Paris pour le Grand Prix de 1845. Et ce concours a pour sujet le thème suivant: une église cathédrale pour une ville capitale. Une église cathédrale pour une ville capitale. On est en 1845, donc 7 ans avant la construction de Sainte-Marie-Majeure. Et ce Grand Prix de l'École des Beaux-Arts, eh bien, les ateliers d'architectes parisiens y participent avec leurs élèves, y compris l'atelier de Léon Vaudoyer. Et c'est un élève d'Hippolyte Lebas, donc le vieil architecte néoclassique de l'église Notre-Dame de Lorette, dont on parlait tout à l'heure. C'est un des élèves d'Hippolyte Lebas qui remporte le prix de l'École des Beaux-Arts, avec un projet de cathédrale néoclassique qui fait globalement penser au Panthéon. Et c'est intéressant de voir ici que l'École des Beaux-Arts de Paris bénit encore de son prix en 1845 un projet néoclassique. Ce qui montre toute l'influence du néoclassicisme encore dans les années 1840. Néanmoins, l'atelier Vaudoyer participe à ce Grand Prix et il propose un tout autre projet de cathédrale, avec une approche qui n'est pas homogène, une approche qui sollicite plusieurs références historiques. On y retrouve entre autres des éléments qui sont issus du gothique d'Île-de-France, et puis aussi des éléments d'églises polychromes d'Italie, et puis d'autres références à l'architecture de Ravenne, avec l'emploi du dôme. Bref, derrière ce projet de 1845, on voit déjà apparaître la physionomie de Sainte-Marie-Majeure. Alors, dans l'architecture française, le projet de Sainte-Marie-Majeure, c'est un événement. Parce que, comme je le disais dans l'introduction, en 1852, c'est la première cathédrale qu'on construit en France après à peu près un siècle. On peut balayer un peu le paysage architectural des cathédrales du XVIIIe siècle. Il y avait bien eu la cathédrale d'Arras, construite à partir de 1745, mais qui initialement est une abbatiale, c'est-à-dire l'église d'une abbaye, et qui n'a pris le statut d'église cathédrale qu'après la destruction de l'ancienne cathédrale d'Arras par les révolutionnaires, c'est-à-dire Notre-Dame en Cité, détruite donc au moment de la Révolution. Et puis il y aurait bien également la cathédrale de Rennes, dont les travaux datent des années 1780, mais il s'agit surtout d'une reconstruction, puisque la façade que vous pouvez observer aujourd'hui, cette grande façade en granit, façade classique, eh bien, elle date du XVIIe siècle. Donc, encore une fois, ça n'est pas vraiment un projet de cathédrale, c'est plutôt un projet de reconstruction de cathédrale. Techniquement, la dernière cathédrale qui est construite en France avant Sainte-Marie-Majeure, c'est la cathédrale Saint-Louis de La Rochelle, dont la première pierre est posée en 1742, donc 110 ans avant la construction de la Majeure. Et la Majeure, eh bien, c'est un projet considérable, d'autant qu'on veut un édifice d'envergure. Comme je le disais tout à l'heure, Monseigneur de Maslot, l'évêque de Marseille, souhaite un édifice proportionné à la grandeur et à l'importance de la ville. Et je crois que les dimensions de la Majeure parlent d'elles-mêmes, elles étaient déjà voulues avant le début de la construction. La Majeure mesure 146 mètres de long, et la coupole principale culmine à 70 mètres de hauteur. Alors ça n'est pas la plus grande cathédrale de France, mais à l'époque, c'est le plus important projet d'église construite en France depuis l'époque gothique. Donc c'est considérable ce qui se passe dans le monde de l'architecture française en 1852. Et vous doutez bien que tout le monde aimerait être l'architecte de la cathédrale Sainte-Marie-Majeure. Et aussi tout le monde a son avis sur le style dans lequel il faut construire. Et César Daly, qui est un architecte important de l'époque et qui tient notamment une célèbre revue d'architecture et de travaux publics, écrit au sujet de ce nouveau projet de cathédrale les phrases suivantes, je cite: « Un projet de cathédrale a toujours été un problème ardu dans l'architecture. Mais aujourd'hui, grâce aux archéologues qui tirent en arrière, aux savants et aux industriels qui tirent en avant, aux besoins impériaux qu'éprouve tout artiste de créer en liberté des formes en harmonie avec son sentiment intime, un projet de cathédrale est devenu un problème insoluble. » Fin de citation. Alors comme je le disais tout à l'heure, certains aimeraient une grande cathédrale néo-gothique à Marseille. Néanmoins, Marseille et la Provence, eh bien, il n'y a pas tellement de lien avec l'architecture gothique. Et puis d'autres aimeraient plutôt une référence à l'architecture grecque, puisque Marseille a été fondée par les Grecs en moins 600, par les Phocéens. Mais le choix que va faire Vaudoyer, c'est un tout autre choix. Il va mélanger les références historiques
pour raconter dans la pierre l'histoire de la ville et plus largement l'histoire de la chrétienté. Et il va faire vivre aux visiteurs une promenade architecturale. Et c'est quelque chose qui se reflète dans le plan de l'édifice que je présente ici et qui comporte en réalité 3 plans. Et c'est là où je livre déjà en avance la suite de mon exposé. On va retrouver un plan basilical, un plan en croix et un plan central dans la cathédrale. Alors, imaginons que nous sommes en train de rentrer dans la cathédrale. Le premier espace qui s'ouvre à nos yeux, eh bien, c'est la nef avec ses 2 vaisseaux collatéraux. Et si l'on considère la nef et ses 2 vaisseaux collatéraux, eh bien, nous avons un plan basilical. Et le plan basilical, c'est celui des basiliques chrétiennes de l'Antiquité, comme par exemple Saint-Jean de Latran. Saint-Jean de Latran, donc à Rome, qui date du IVe siècle, qui est construite à l'époque où le christianisme s'impose dans le monde romain. Le christianisme devient officiellement la religion de Rome en 380. Donc référence ici aux origines du christianisme. Mais quand vous avancez dans la nef de la Major, vous faites également une avancée dans l'histoire de l'architecture chrétienne parce que vous découvrez en fait une organisation en croix latine. Effectivement, on va retrouver certes la nef, mais également le transept et l'abside liée au chœur, ce qui forme un plan en croix latine. Et le plan en croix latine, eh bien, c'est le plan typique de l'église occidentale du Moyen-Âge. Et dans cette dynamique, eh bien, on va retrouver des allusions à l'architecture romane, qui est donc considérée à l'époque comme le style architectural historique de Provence. Et ce style roman est fortement marqué dans l'emploi de l'arc plein cintre, qu'on va retrouver partout dans les façades, mais aussi à l'intérieur de l'édifice. Mais Vaudoyer ne va pas se limiter à la référence romane. Il va également se référer à l'architecture gothique. De son propre aveu, il s'inspire pour sa façade des grandes cathédrales gothiques, et notamment de Notre-Dame de Paris. C'est pour ça que je vous mets en perspective la façade de la Major et la façade de Notre-Dame de Paris. L'organisation est la même, et Vaudoyer emploie de part et d'autre de cette façade des tours ou des clochers. Et le clocher, eh bien, c'est le signe typique de l'univers architectural occidental. Donc, on voit ici qu'il y a volonté d'ancrer la cathédrale dans un référentiel occidental, voire franchement local, avec l'emploi des références romanes. Mais il y a également des références à l'architecture orientale, et à l'architecture byzantine en particulier. Alors je vous mets ici 2 représentations. Il y a ici la basilique Sainte-Sophie de Constantinople, qui est un peu l'archétype de l'architecture byzantine. Et puis également la basilique Saint-Marc, puisque le style byzantin, ça n'est pas que Byzance, bien sûr, il a été influent à travers toute l'Europe. Et le premier élément marquant que l'on peut observer sur ces 2 tableaux, eh bien, c'est la coupole. Et la coupole, la coupole si on la regarde de l'intérieur, ou le dôme si on le regarde de l'extérieur, eh bien le dôme, c'est caractéristique de l'Orient. Autant le clocher, c'est quelque chose qui évoque l'architecture occidentale, autant le dôme, la coupole, c'est quelque chose qui évoque immédiatement l'architecture orientale. Et on va retrouver dans Sainte-Marie-Majeure 7 dômes. Mais il y a également la redécouverte de l'art de la mosaïque avec Léon Vaudoyer, un art qui était perdu de vue à cette époque et qui est donc redécouvert par Léon Vaudoyer, d'une part dans des mosaïques de sol et puis d'autre part dans des mosaïques murales. Et si l'on poursuit notre promenade architecturale dans la cathédrale en laissant la nef dans notre dos, c'est-à-dire en arrivant au niveau du chœur, eh bien on découvre un 3e plan, qui est cette fois un plan central, parce que Vaudoyer rajoute 2 chapelles latérales qui sont accolées au transept et à l'abside, ce qui rassemble le plan de l'édifice autour du chœur et ce qui donne un plan central ou un plan centré. Et le plan central, dans l'imaginaire de l'époque, eh bien, c'est celui des églises d'Orient. Et cet emploi du style byzantin est signifiant parce que dans l'imaginaire romantique du XIXe siècle, c'est le style de l'Orient, Orient dont Marseille est la porte. Mais plus encore, l'emploi du style byzantin est symbolique parce que Byzance, c'est-à-dire Constantinople, a pendant longtemps dominé la Méditerranée, mais c'est maintenant Marseille qui tient la première place. Et par l'emploi du style byzantin, Vaudoyer nous dit que Marseille est désormais la nouvelle Byzance.
Enfin, il y a encore une référence qui est très importante pour Vaudoyer, et que je cite ici, c'est la Renaissance toscane, et particulièrement la cathédrale Santa Maria del Fiore de Florence. Vaudoyer était très intéressé par la polychromie de ces églises toscanes de la Renaissance. Il l'a reproduit dans Sainte-Marie Majeure. Et cette cathédrale Santa Maria del Fiore, qui est construite entre la fin du XIIIe siècle et le courant du XVe siècle, eh bien, elle est importante pour Vaudoyer parce qu'elle fait le lien entre la grande architecture antique qu'on redécouvre à la Renaissance et l'architecture gothique. Cet édifice, c'est par excellence la cathédrale qui fait le lien entre tradition et modernité en architecture. De la même manière que Marseille est elle aussi à un moment charnière de son histoire. C'est-à-dire à un moment où elle conserve tout ce passé dont elle se revendique, mais en étant ouverte sur ces nouveaux espaces commerciaux. Et le résultat du mélange des styles, qui je le rappelle est sans précédent à l'époque, c'est donc d'une part d'inscrire dans la pierre la nouvelle identité de Marseille, ville pivot entre Orient et Occident, et c'est aussi de faire vivre aux visiteurs une promenade architecturale à travers l'histoire de l'architecture chrétienne. Alors j'en viens à ma conclusion, c'est qu'avec Sainte-Marie Majeure, Léon Vaudoyer rentre dans une architecture qui combine les symboles, une architecture parlante. C'est une démarche qui avait déjà été amorcée au XVIIIe siècle, notamment par un architecte comme Claude-Nicolas Ledoux, mais qui prend pleinement son ampleur avec Vaudoyer. Dans la Major, les modèles stylistiques, les modèles historiques, ont toujours valeur d'idée. Et je pense que cette démarche symbolique de Vaudoyer pour Sainte-Marie Majeure, c'est celle qui permet de comprendre le fonctionnement des 3 monuments qui ont été réalisés à Marseille par son élève, c'est-à-dire Henri Espérandieu. Si vous prenez Notre-Dame de la Garde, eh bien, la démarche symbolique, c'est la même que pour la Major, c'est-à-dire qu'il y a mélange entre des références occidentales et des références orientales pour nous dire que Marseille est un espace pivot entre 2 mondes. Donc, vous me suivez, l'architecture comme support symbolique d'une idée, celle de l'identité marseillaise. Mais si vous prenez le Palais Longchamp, l'architecture repose ici encore sur une idée, sur un message à faire passer. Comme vous le savez, le Palais Longchamp, c'est un double musée, musée d'histoire naturelle dans une aile et musée des beaux-arts dans une autre aile. Mais c'est aussi un château d'eau, puisque c'est au Palais Longchamp qu'arrive le canal de Marseille, qui lui-même est raccordé à la rivière de la Durance. Et Espérandieu va employer les modèles d'architecture de la France du XVIIe siècle, mais également des villas italiennes de la Renaissance, parce que le modèle de la villa, c'est celui d'un lieu qui cherche harmonie entre architecture, eau et jardin. En conséquence, par le support symbolique de l'architecture, le Palais Longchamp devient le lieu qui étanche en même temps la soif d'eau dans un pays de sécheresse et la soif de connaissance par les musées qui deviennent comme 2 fontaines de savoir raccordées au château d'eau. Et si je file encore la métaphore, eh bien le Palais Longchamp, c'est un jardin-musée où les Marseillais peuvent venir cueillir le fruit de la connaissance. Et si l'on considère enfin le dernier édifice qui est construit par Espérandieu, c'est-à-dire le Palais des Arts, qu'on connaît également sous le nom de Palais Carly, qui est construit à partir de 1864, eh bien nous avons encore ici une architecture symbolique qui cherche à faire passer un message. Tout comme la Major, qui propose une promenade architecturale à travers l'histoire de l'architecture chrétienne, eh bien la façade du Palais des Arts présente une série de bas-reliefs qui figurent des édifices emblématiques de l'histoire de l'architecture. Ça va de l'Égypte antique jusqu'au règne de Napoléon Ier. Pourquoi ? Parce que le Palais des Arts, initialement, c'est une école des beaux-arts, et qu'Espérandieu donne ici une leçon d'architecture aux élèves qui étudient à l'intérieur du monument. Il leur explique que le bon architecte, c'est celui qui connaît les styles architecturaux de toutes les époques et qui ne s'enferme pas dans un esprit de système. Et ce qui est génial, c'est que Espérandieu met son message de façade en pratique à l'intérieur même du bâtiment, puisqu'il va traiter la façade principale en pierre blanche, dans un style qui va évoquer globalement le palais italien de la période Renaissance, mais il va, par exemple, traiter sa cour intérieure dans un tout autre style, c'est-à-dire avec de la brique, ce qui évoque tout de suite plutôt la période du règne de Louis XIII. Donc une architecture, encore une fois symbolique, qui nous dit que la connaissance est avant tout ouverture d'esprit.
Et je finirai en vous disant que cette démarche éclectique, qui est donc amorcée par Vaudoyer avec Sainte-Marie-Majeure en 1852, ça n'est qu'une dizaine d'années plus tard qu'on la retrouvera à Paris, avec des édifices comme l'église Saint-Augustin de Victor Baltard, ou encore l'église de la Sainte-Trinité de Théodore Balue, ce qui montre toute l'influence de la cité phocéenne sous le Second Empire, où du point de vue architectural, elle devançait la capitale. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour ces explications et ces informations concernant l'architecture. Je suis sûre que vous avez des questions. Je peux déjà amorcer en vous demandant est-ce que vous avez pu travailler sur le coût de cet ouvrage? Alors là, je ne peux pas vous le citer. J'ai vu les chiffres voilà, qui sont considérables, mais je ne m'en souviens pas. Je ne les ai pas sous les yeux. Ouais. Ah, je sais que c'est bien supérieur à la basilique Notre-Dame de la Garde. Oui, oui. Je me souviens d'un décret de Napoléon qui décidait d'accorder 2,5 millions sur 10 ans, 250 000 francs de COP pour la construction. Tout à fait. Il y a ici un élément qui est intéressant et qui explique peut-être le fait que Notre-Dame de la Garde est plus populaire quelque part auprès des Marseillais que la cathédrale. C'est que la cathédrale est financée par l'État français, alors que la basilique, ce sont des récoltes de fonds auprès des Marseillais. Ça, c'est un élément qui est assez intéressant sur la manière dont les deux édifices sont financés. Oui, concernant la vieille Major, dans la photo que vous avez montrée, il semblait aussi qu'elle était orientée nord-sud, non? J'avais toujours entendu dire qu'elle était est-ouest. Oui, c'est le portail qui donne cette impression en fait. Ouais. Voilà, il y a un portail, mais le portail donc, est rajouté très postérieurement. Elle est bien orientée selon l'usage classique, est-ouest, mais l'entrée, le portail, donne l'impression qu'elle est orientée nord-sud, mais c'est juste l'entrée par ce portail. L'orientation est bien est-ouest. Et deuxième question, il y a les mosaïques qui sont sur l'actuelle cathédrale, avant d'entrer carrément dans la cathédrale, alors, du cercle, enfin je ne sais pas comment on appelle, central. Il y a un prêtre qui fait des visites guidées qui avait dit que les mosaïques qui sont là sont la copie de la basilique Saint-Marc de Venise. Alors il y a clairement une influence de la basilique Saint-Marc dans Sainte-Marie-Majeure. Ça fait partie des vraies références de Léon Vaudoyer. Et il y a aussi, dans l'art de la mosaïque, toute la redécouverte des mosaïques de Ravenne, notamment. Mais la véritable mise en application de cet art de la mosaïque, c'est plus Notre-Dame de la Garde que Sainte-Marie-Majeure. Si vous regardez les mosaïques de la Bonne Mère, et en particulier celle du cul de four, vous pourrez constater qu'elles sont très proches des mosaïques de Ravenne. Une dernière question. Est-il vrai que l'actuelle cathédrale a les mêmes dimensions pratiquement que Saint-Pierre de Rome? Non, elle est quand même plus petite. Oui. Mais comme on est à Marseille, on peut le dire. Non. Oui, pour compléter la question de Chantal, à l'occasion d'une visite de la préfecture dans le cadre de Journée du patrimoine, on nous a cité les 3 chantiers les plus importants en coût du Second Empire. Le premier, c'est l'Opéra Garnier à Paris, puis la Major à Marseille et la préfecture à Marseille. Oui, ça n'est pas étonnant parce que Marseille est extrêmement riche sous le Second Empire. Et puis à l'époque, il y a un préfet, le préfet Maupas, qui est un personnage central de l'histoire marseillaise du Second Empire, qui a quelque part la folie des grandeurs. Il veut construire très grand et très majestueux. Et l'hôtel de préfecture, Maupas veut que ce soit un édifice absolument spectaculaire. Et c'est vrai qu'il est extrêmement riche. Notamment dans les bars. Tellement vrai que Napoléon va leur envoyer pourtant sa ami personnelle. Oui, il a souvent. Vraiment dépasser les bords de même pour l'empereur. Oui, c'est rarement bon d'essayer de dépasser le maître. Voilà. Beaucoup
d'architectes qui ont essayé. C'est pas une question, mais stupéfait l'intelligence d'un architecte comme Espérandieu, qui est quand même mort 45 ans, hein, après avoir fait tout ça, quoi. Le palais Longchamp, le palais Carly, c'est assez remarquable. Tout à fait, Espérandieu fait vraiment partie des grandes figures de l'architecture du Second Empire, et comme vous l'avez compris, Marseille a vraiment une place centrale en France à l'époque, et c'est bien à Marseille, avec je dirais, le binôme Sainte-Marie-Majeure, Notre-Dame de la Garde, que naît un nouveau mouvement architectural. Ça montre vraiment que la cité phocéenne est en tête des dynamiques de l'architecture de l'époque. Et tout se développera ensuite par Espérandieu, je pense, parce que c'est encore une architecture symbolique. Je sais qu'il y avait aussi un petit litige avec Monseigneur Mazenot, parce que Espérandieu était protestant. Tout à fait. Espérandieu était protestant, et c'est la raison pour laquelle Vaudoyer le protège de son nom. Au début, Monseigneur de Mazenot ne veut pas d'un architecte protestant pour sa basilique, et c'est Vaudoyer qui protège Espérandieu. Et ça naît, alors je ne sais plus exactement quand, mais c'est plusieurs années après le début du chantier que Espérandieu récupère pleinement la paternité de la basilique Notre-Dame de la Garde. Parce qu'il y a eu beaucoup de difficultés, ça a été un gros souci pour lui, son rapport avec l'évêque. Mais c'est pas le seul protestant, d'ailleurs Victor Baltard, si je ne me trompe pas, donc de l'église Saint-Augustin dont je parlais tout à l'heure, lui aussi était un architecte protestant. J'avais en mémoire, mais peut-être ma mémoire me trompe, le nom du Lefeuel, qui aurait terminé la cathédrale. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose, Lefeuel? Alors, celui qui a... Il y a trois architectes successifs sur Sainte-Marie-Majeure. Il y a Léon Vaudoyer, donc voilà, l'architecte en chef, c'est quand même vraiment à lui qu'on doit l'essentiel de la cathédrale. Donc 1852-1872, 1872, Vaudoyer meurt, et c'est Espérandieu qui a toujours été le directeur de chantier de Sainte-Marie-Majeure. C'est vraiment le chantier qui suit toute sa carrière, qui prend la suite de son maître en devenant architecte en chef. Espérandieu meurt en 1874, et en 1874, c'est l'architecte Henri Révoil qui prend la suite, et qui termine également la basilique Notre-Dame de la Garde.